Bonjour, chers étudiants. Diarrhée chronique, question classique en pédiatrie. Et donc, elle nécessite d'être bien connue, car c'est quand même fréquent. Le plan est pratiquement le même qu'on a abordé dans tout le long des cours que vous avez vus, mais il va y avoir certains changements. Là, dans les diagnostics étiologiques, on va répartir notre étiologie en fonction des gros syndromes qu'on va retrouver. Malabsorption, maldigestion, fermentation ou colique inflammatoire. La prise en charge, on va voir donc en général les volets symptomatiques et étiologiques et on conclut la question. Comme définition, diarrhée chronique, c'est l'émission quotidienne de selles anormales par leur poids et leur nombre excessif pendant une période prolongée. Il y a certains groupes qui disent 21 jours et d'autres qui disent 4 semaines. En fait, c'est entre 3 et 4 semaines. Le débit fécal est pathologique lorsqu'il est, supérieur à 2% du poids pendant 3 jours consécutifs. L'intérêt, c'est un motif fréquent de consultation et d'hospitalisation en pédiatrie. Les étiologies sont innombrables. Elle est grave, donc le pronostic vital peut être mis en jeu par le retentissement, que ce soit de la déshydratation ou de la malnutrition. La prévention, elle est possible pour certaines étiologies. Comment on pose le diagnostic positif ? La clinique est très primordiale, donc à ce moment-là, c'est la diarrhée comme motif de consultation. Il faut voir leur aspect, leur nombre, leur odeur, leur consistance. Et on va rechercher les autres signes d'appel, que ce soit digestif ou extra-digestif. Dans les signes d'appel digestifs, on recherche est-ce qu'il y a des douleurs abdominales, est-ce qu'il y a une constipation, alternance diarrhée-constipation, la mauvaise prise pondérale, etc. Pour le diagnostic différentiel, avant de se lancer dans l'étiologie, il faut éliminer certaines affections qui peuvent mimer des diarrhées chroniques. Par exemple, les diarrhées prandiales du nourrisson mis au sein. On sait que le lait maternel est tellement riche en lipides qu'il y aura une absorption, il est léger en plus, il y aura une absorption rapide et donc il y aura un transit rapide en conséquence. Mais les selles sont verdâtres, acides et qui sont en général laissent un érythème fessier et quand on voit la courbe de croissance parallèlement, on voit que c'est un enfant qui gagne bien sur le plan pondéral, donc il n'y a pas de retentissement. Il y a aussi la dyspepsie des farines quand on introduit précocement donc les farines et où il y a une entité qui se voit chez le jeune enfant et même le nourrisson, c'est le côlon irritable mais qui devra être aussi un diagnostic d'élimination qui survient en général entre 6 mois et 4 ans. Il y a des antécédents familiaux, les selles sont liquides, il y a toujours des débris alimentaires, il y a du mucus et ça évolue par poussée, surtout quand il y a abus de jus d'orange ou abus du lait. Et en général, il n'y a pas de retentissement sur la courbe de croissance et ça disparaît au fil des années. Donc, le diagnostic étiologique, maintenant, on est devant une diarrhée chronique confirmée. On doit mener une enquête qui prend toujours les mêmes, on va dire, arguments. Il y a les arguments anamnestiques, après, dans la clinique et l'exploration paraclinique, que ce soit biologique ou radiologique ou autre. Dans l'enquête anamnestique, il faut bien détailler les antécédents familiaux et les antécédents personnels de l'enfant, qu'ils soient pathologiques ou physiologiques. Dans la physiologie, on va voir la période néonatale, l'émission du méconium, l'âge de l'enfant, la date de début, son type d'allaitement, la diététique, les prises donc de médicaments. Est-ce qu'il a fait une chirurgie où on avait une résection du grêle pour une malformation ou pour autre, et l'évolution donc au fil du temps. Les signes associés, est-ce qu'il y a des douleurs abdominales, des vomissements, constipation, l'appétit conservé ou au contraire anorexique, la fièvre et les signes extra-digestifs. Et la liste n'est pas exhaustive. On va détailler encore plus notre enquête en fonction de notre orientation étiologique. L'examen clinique aussi, on doit rechercher par exemple le signe de malabsorption, la cassure de la courbe du poids, est-ce qu'il y a disparition du panicule adipeux, la myotrophie, est-ce qu'il y a des pâleurs, l'œdème, les signes d'hémorragie quand il y a un déficit en facteur vitamine K dépendant, les troubles des phanéres, donc la cassure des cheveux, les ans qui deviennent fragiles, l'examen clinique qui doit être détaillé et l'examen des selles. On peut faire donc le poids des selles sur 3 jours, on quantifie le nombre des selles, on analyse leur aspect, la couleur, la consistance. Par exemple, certaines consistances nous orientent vers certaines étiologies. Quand c'est molle, bouse de vache, fétide, c'est surtout la malabsorption. Quand c'est très gras, c'est la maldigestion, quand il y a une insuffisance du pancréas exocrine.
etc. Et on a donc les examens paracliniques. Il y a ceux qui se font dans un but de retentissement et ceux dans un but d'étiologie. D'abord, on peut réaliser la coproculture et la parasitologie des selles. On peut rechercher les sucres réducteurs dans les selles quand on suspecte les troubles de la fermentation. Le bilan de malabsorption qui comporte la numération formule sanguine pour voir l'hémoglobine, la ferritinémie, le taux d'albumine, le bilan lipédique, l'âge osseux, etc. Et on va s'aider d'autres explorations en fonction de l'orientation. Par exemple, si on est devant une malabsorption, la fibroscopie œsogastrodigestive et les biopsies jéjunales doivent être réalisées. Quand on suspecte une maldigestion et surtout la mucoviscidose, le test de la sueur doit être fait. Quand on suspecte une insuffisance du pancréas exocrine, le dosage des élastases fécales doit être fait, et etc. Quels sont les résultats? Donc, au bout de cette enquête, on va être orienté vers soit d'abord déjà des diarrhées chroniques sans retentissement sur l'état général et on va les discuter en fonction de l'âge. Je reprends avec la diarrhée prandiale du premier trimestre, due à l'allaitement, la diarrhée bénigne de la petite enfance, la diarrhée par surdosage protéique, donc quand il y a des erreurs au niveau du régime, la diversification, les diarrhées par surdosage en hydrate de carbone et quand il y a un excès d'eau. Si maintenant on est devant un enfant qui présente une diarrhée chronique avec un retentissement, il y a une malnutrition, il y a un retard staturo-pondéral, ça sur le plan clinique, il y a un bilan biologique perturbé, surtout un bilan de malabsorption, là on doit être orienté vers les différents syndromes. On va étudier les 4 grands chapitres qui vont nous orienter vers les étiologies. Le syndrome de malabsorption, le syndrome de maldigestion, les troubles de la fermentation et quand l'origine elle est colique, surtout inflammatoire. D'abord, on commence par donc, le syndrome de malabsorption. Quand on est devant une malabsorption clinique et biologique, la coproculture et la parasitologie des selles doivent être réalisées. Si elles sont positives, c'est-à-dire on trouve un germe, donc une bactérie ou un parasite, on est orienté vers l'origine infectieuse et on doit traiter comme conséquence. Si le bilan est négatif, là, on va vous donner les grandes directives. On va doser les antitransglutaminases. Il faut faire les tests cutanés allergiques, donc les prick tests et les patch tests pour l'allergie aux protéines de lait de vache, la biopsie intestinale et parfois on aura recours à l'imagerie du grêle, mais pas souvent. Et là, en fonction de la biopsie et de l'âge de l'enfant. Si la biopsie jéjunale retrouve des lésions spécifiques au niveau de la muqueuse, par exemple, on peut avoir des lésions spécifiques de l'entéropathie exsudative quand il y a une dilatation des chélifères, l'hypo-A-bêta lipoprotéinémie, la gastroentérite à éosinophile, quand le taux d'éosinophile dépasse donc la valeur seuil, quand il y a par exemple des signes d'entéropathie auto-immune ou quand on est orienté sur le plan histologique vers la maladie des chaînes lourdes alpha. Maintenant, si à la biopsie jéjunale, on n'a pas des lésions spécifiques, on a juste l'atrophie totale ou subtotale, on va discuter en fonction de l'âge. Si l'enfant a moins de 6 mois, le plus souvent c'est une allergie aux protéines de lait de vache, car c'est le seul allergène digestif que l'enfant est contracté. S'il a plus de 6 mois et il a vu que son régime, on a introduit dans son régime des farines, des biscuits, ça veut dire du gluten, il faut penser à la maladie cœliaque. Et quand on est devant un grand enfant, la maladie de Crohn devra être recherchée en premier. Maintenant, en fonction de la biopsie jéjunale, on peut retrouver dans les lésions non spécifiques atrophie villosidaire totale ou subtotale et en chef de file, on a la maladie cœliaque. C'est quoi? C'est une entéropathie chronique par intolérance permanente au gluten. Pour faire la différence par rapport à l'intolérance transitoire du gluten. Elle est caractérisée par une altération diffuse et sévère de la muqueuse intestinale. Surtout, ça touche l'intestin grêle proximal, là où il y a l'absorption de la majorité des nutriments. Elle survient de façon précoce ou tardive. Et les sujets sont prédisposés, c'est surtout les sujets porteurs de l'HLA DQ2 et DQ8. Et nota bene qu'actuellement, on a beaucoup de formes monosymptomatiques plus que la forme classique. Elle est polyfactorielle, il y a certains facteurs d'environnement qui favorisent la survenue de la maladie cœliaque, par exemple la précocité de l'introduction du gluten. Quand il y a des infections virales, importante, l'absence de l'allaitement maternel, car l'allaitement maternel retarde la maladie. La pathogénie, le gluten, c'est une fraction protéique
et sa fraction protéique, la gliadine, est un composé des céréales, surtout le blé, l'orge et le seigle. Les gliadines alpha et bêta sont les produits nocifs des céréales. Il y a deux théories qui expliquent la maladie cœliaque. La théorie toxique et surtout la théorie des immunitaires qui est donc très confortée par donc, la fréquente association avec d'autres maladies auto-immunes, surtout les thyroïdites. Sur le plan clinique, on va voir la maladie cœliaque dans sa forme classique. En général, ça touche les enfants, les nourrissons entre 8 mois et 2 ans, c'est-à-dire après l'introduction de la farine. Et ça veut dire qu'il y avait contact avec l'allergène. La diarrhée, elle se manifeste donc et elle est chronique avec des selles molles, pâles, fétides, liquidiennes parfois. Et elles ont retenti sur l'état général, sur la croissance aturo-pondérale. L'enfant a un abdomen distendu qui contraste avec des membres très grêles. Il est anorexique, il présente des vomissements, une irritabilité, etc. Ça, c'est la forme classique. La forme monosymptomatique qui sont les plus fréquentes actuellement. Devant un retard staturopondéral, donc surtout statural, seul chez l'enfant, il faut penser à la maladie cœliaque. L'anémie fériprive qui résiste au traitement, donc il faut penser à un problème d'absorption. Quand il y a des troubles de conduite alimentaire, par exemple pica, géophagie, quand il y a une constipation isolée, quand l'enfant est anorexique isolé, quand il y a des signes de rachitisme ou des douleurs abdominales récidivantes qui donc retentissent sur l'état général, on doit penser à une maladie cœliaque. Les examens paracliniques, dans la forme classique, il faut objectiver le syndrome de malabsorption. On a vu tout à l'heure c'est quoi, c'est surtout la ferritine et l'hémoglobine. Après, on va réaliser notre biopsie jéjunale sous régime libre. Ça veut dire l'enfant, il mange comme d'habitude. Elle est indispensable et quand on la réalise, on trouve une atrophie villositaire totale ou subtotale. Et les entérocytes seront modifiés, ils perdent leur forme, ils deviennent aplatis, les cryptes sont anormalement profondes, avec un index de mitose très élevé. Il y a toujours de la prolifération cellulaire avec une infiltration lymphoplasmocytaire au niveau du corion et de la lamina propria. On va voir les images histologiques et on doit donc conforter ça par les examens immunologiques, le dosage donc des anticorps antitransglutaminase tissulaires qui devient les plus spécifiques et les plus sensibles. D'autres marqueurs deviennent aussi importants et retrouvent leur intérêt, c'est le dosage des antigliadines désaminés. Voici des coupes histologiques qui vous montrent donc d'abord une muqueuse intestinale normale, où vous voyez ça c'est la membrane basale. Là, c'est le chorion et là, c'est l'épithélium. Et l'épithélium, donc, il est formé donc, de la muqueuse et du chorion. Et on a donc ces villosités. Vous voyez donc que les cryptes ne sont pas très profondes et que la muqueuse, elle est bien développée. Il y a toujours une hauteur qu'on voit qui est pratiquement la même sur tout l'épithélium. Maintenant, vous voyez en comparant, ça, c'est une biopsie jéjunale réalisée chez un enfant qui présente une maladie cœliaque. Si on compare, déjà, vous voyez que le chorion, la lamina propria, est très dense. Ça, c'est les cellules lymphoplasmocytaires qui vont infiltrer le chorion. Après, vous allez voir les cryptes. C'est ça, l'espace entre les deux cellules et entérocytaires. Donc là, c'est pas très profond. Là, on voit que c'est très profond. Et l'épithélium, il est très aplati. Ce qu'on appelle l'atrophie villositaire. Maintenant, si on réalise notre biopsie jéjunale et on retrouve donc la conclusion suivante sur le compte rendu ANAPAT, atrophie villositaire partielle non spécifique. Là, on doit penser à l'allergie aux protéines de lait de vache. Bien sûr, on a d'autres arguments, c'est en fonction de l'âge et donc la présentation clinique. Par définition, la PLV, c'est donc l'existence de signes digestifs et extradigestifs en relation avec un état d'hypersensibilité à l'introduction de protéines de lait de vache. Le début peut être précoce dès la première semaine de vie ou les premiers mois de vie. La clinique, elle est variable parce qu'on a des formes égéomédiées, c'est des hypersensibilités type 1, et des formes où on a de l'urticaire, des œdèmes, et parfois des formes non égéomédiées. C'est-à-dire quand on fait les égéos, on trouve qu'elles sont négatives. Et là, en général, on a des formes surtout digestives, les colites. Généralement, elles se manifestent avant l'âge de 3 mois et il y a une existence de terrain allergique qu'il faut rechercher dans la famille et même chez l'enfant. Est-ce qu'il y a une dermatite atopique par exemple?
La pathogénie, le lait de vache contient plusieurs protéines, dont 4 sont allergisantes, et on va citer surtout la bêta-lactoglobuline et la alpha-lactoglobuline. Et on a aussi sérum-albuine et la caséine. Le type de description, on va prendre la forme où on a donc une diarrhée chronique. Donc après un intervalle libre entre l'introduction de lait de vache et le début des troubles, c'est en général 15 jours, et c'est nécessaire pour qu'il y ait ce phénomène dysimmunité, il y aura une manifestation par une entéropathie subaiguë ou chronique. Donc c'est des diarrhées, dans 90% des cas, liquides, brutales, explosives. L'enfant, il est toujours en pleurs, il est agité, dû à la douleur abdominale. Parfois, il présente des vomissements, il devient anorexique, et quand on l'examine, quand il vient tardivement, c'est des enfants qui sont déjà déshydratés, voire à l'état de malnutrition protéino-calorique. Pour les formes cliniques, on a la forme anaphylactique, la forme avec choc et mort subite, et il y a des formes avec allergie et des symptômes aigus, un rash cutané, eczéma, urticaire, œdème, ou bien des signes respiratoires, rhinite ou la gêne respiratoire et la dyspnée. Pour la biologie, quand c'est des formes IgE médiées, le dosage des IgE spécifiques devient très intéressant par rapport aux les IgE spécifiques aux protéines de lait de vache, et on peut réaliser les prick tests et les patch tests aussi, qui devient aussi très important, et pour cela, c'est des tests faciles et qui sont moins chers. Les IgE spécifiques, c'est des tests qui sont très chers. Autre résultat, quand on fait la biopsie, on trouve d'atrophie villosité partielle, mais ce n'est pas une allergie aux protéines de lait de vache. On a dit toujours il faut se référer au contexte clinique. On a les parasitoses, on a les déficits immunitaires. Mais maintenant, pour penser à un déficit immunitaire, c'est des enfants en général qui ont des histoires d'infections chroniques, à localisation digestive, cutanée et respiratoire, à certains germes, par exemple capsulés, des infections invasives. Là, on va penser à un déficit immunitaire. Le déficit en IgA, qui est une entité donc particulière des déficits immunitaires, et il y a d'autres déficits immunitaires. Par exemple, l'ataxie-télangiectasie ou le syndrome de Luy-Bach. Le syndrome de Diger, on n'a pas de thymus avec une cardiopathie. Le syndrome de Wiskott-Aldrich qui associe thrombopathie, eczéma chez les garçons, et l'infection par le virus VIH. La malnutrition protéino-calorique en elle-même, quelle que soit son étiologie, va donner une atrophie villositaire partielle. Vous savez que pour qu'il y ait une muqueuse digestive qui se renouvelle rapidement, il faut qu'il y ait du matériel protéique. Donc si on est malnutri, on ne va pas fabriquer une bonne muqueuse. Et la carence martiale sévère aussi est une entité qui peut se manifester, qui peut donner sur le plan histologique une atrophie villositaire partielle. Autre cause, vous avez l'acrodermatite entéropathique, qui est une maladie héréditaire autosomale récessive et qui associe des diarrhées chroniques, dermatose érythémateuse vésiculaire qui touche surtout la région péri-orificielle, et qui peut se manifester aussi par une alopécie. Et comme c'est un trouble congénital d'absorption du zinc, le traitement, c'est la supplémentation en zinc. Et voilà, on a fini avec cette partie. Je vous remercie.